Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on veut commencer en vous parlant du prix de la facture d'épicerie qui va augmenter cette année de 1 000 $ encore. C'est plus que l'inflation. C'est complètement catastrophique pour les familles et la classe moyenne du Québec. C'est une hausse qui vient aussi avec une augmentation dans les 4 dernières années pour la classe moyenne et les familles de l'insécurité alimentaire qui est passée en 4 ans de 8,5 à 18,5 Et la dernière mise à jour économique de la CAQ, qu'est-ce qu'elle a fait comme solution? On va vous donner à peu près 11 $ par mois de plus. C'est complètement fou. Nous, à Québec solidaire, on propose de plafonner les profits records des grandes chaînes d'épicerie à 2 pour être capable de donner une pause à la classe moyenne puis un répit. Et aussi, on a lancé cette semaine cette demande d'enquête à l'Office de protection du consommateur au sujet des faux rabais. Il faut agir par rapport à ça parce que 1 000 $ par mois qui va dans l'épicerie pour les familles chaque année, bien, c'est de l'argent qui va sortir du budget tourisme, sortir du budget restaurant, sortir du budget loisirs en général et ça va avoir des impacts économiques extrêmement importants sur l'ensemble de la société. Alors même les gens qui ne sont pas dans la classe moyenne devraient souhaiter qu'on donne une pause à la classe moyenne parce que ça va avoir des impacts sur tout le monde. Et une autre chose qui fait augmenter le prix du panier d'épicerie, ben, c'est les changements climatiques. Je vais laisser Étienne vous en parler. Vous soulignerez qu'on a choisi de faire un beau lien entre nos deux sujets. On a terminé hier la consultation sur les cibles de GES au Québec. On va travailler à partir d'aujourd'hui sur le rapport de consultation. Pour nous, il est très, très clair, après avoir lu tous les mémoires et entendu tous les groupes qui sont passés par là, que la grande majorité des groupes qu'on a entendus, qui représentent à peu près tous les secteurs d'activité de la société québécoise, sont en faveur du maintien des cibles de 37,5 % sous les niveaux de 90 en 2030. Ça, c'est important, en 2030, parce que c'est là, en fait, que le ministre de l'Environnement veut jouer. Dans la loi, ce que ça dit, c'est qu'il faut atteindre 37,5 % sous les niveaux de 90. Ça, c'est les engagements qu'on a pris puis qui sont écrits dans la loi sur la qualité de l'environnement. Il n'y a pas d'échéance décrite dans la loi. Et le ministre veut essayer de jouer là-dessus. Le problème, c'est que si on vise 2035, comme il semble le souhaiter, bien, on n'atteindra pas le 37,5 en 2030. Et le risque de ça, en fait, il est à plusieurs niveaux. Deux niveaux principalement. Le premier, c'est qu'on va continuer à augmenter la quantité de gaz à effet de serre qu'on produit au Québec, ce qui ne fait qu'amplifier le problème, d'une part. D'autre part, c'est que, comme on vise toujours la carboneutralité en 2050, bien, vous imaginez que la courbe pour atteindre nos cibles va être encore plus grande. La pente va être plus forte et ça va avoir quoi comme impact potentiel? Ça va avoir un impact potentiel sur l'économie du Québec parce que les bouchées qu'on va avoir à prendre pour atteindre la carboneutralité en 2050 vont être encore plus grands. Donc, le ministre présente ça souvent comme une espèce d'approche équilibrée. Il veut protéger les emplois, il veut protéger l'environnement. Pour vrai, là, cette affaire-là, je ne comprends pas comment un ministre peut avoir ce type de discours-là. D'une part, parce que c'est très réaliste de penser qu'il faut s'attaquer à la crise climatique. Le climat continue à se dégrader. On en voit les effets encore de plus en plus fréquents au Québec. Ça, c'est du réalisme pur. Là. Je veux dire, des inondations, des feux de forêt. C'est très, très, très concret pour la majorité des gens. Mais de l'autre part, c'est que c'est un faux dilemme. C'est pas vrai qu'on a à choisir entre l'économie puis les emplois. Tous les acteurs qui sont venus nous voir en commission nous ont dit que c'est une opportunité, en fait, de devenir les leaders en transition climatique, de devenir des leaders dans l'économie décarbonée qui va arriver de toute façon parce que l'économie du futur, ça va être une économie qui est décarbonée. Donc, cette transition industrielle qu'on a à effectuer, là, on doit la faire le plus rapidement possible et en être des leaders. À ça, on ajoute au fait que ce repoussement de la cible, on l'ajoute aux 1,8 milliard qu'on veut prendre dans le fonds vert et l'envoyer dans le fonds des générations ou à la construction de routes, qui sait peut-être même à la limite le troisième lien, ça serait d'une ironie sans bon sens. On est en train d'assister, en fait, au plus grand recul environnemental que le Québec a jamais vécu. Puis ça, c'est signé Bernard Drinville. On est particulièrement inquiet de cette situation-là. Donc, on va travailler très, très fort pour que le rapport de consultation soit le plus ambitieux possible et éviter ce recul environnemental très, très grand qui s'annonce sous l'égide du ministre de l'Environnement. C'est ça qui a fait son nid, là, M. Drinville. Ben écoutez, vous l'entendez parler comme nous autres. Là, je veux dire, dans les médias, il n'arrête pas de dire qu'il envisage de repousser la cible à 2035. Si vous l'avez écouté un petit peu dans les consultations, là, c'était fou. Là, des fois, il était mais d'une agressivité sans bon sens avec des groupes. Il cherchait à leur faire dire. Tu sais, par exemple, les alumineries ou les cimenteries qui sont venus, là, ils disaient, nous autres,
on est conscient du rôle qu'on a joué, on est en mode transition, on est en train de faire les efforts, on veut garder la cible la plus élevée possible, 37,5 d'ici 2030, parce qu'on est en train de faire les changements, puis on veut garder tous les investissements nécessaires, puis tout l'air d'aller qu'on est en train de se donner, là, on veut les garder vivantes. Puis lui, là, il est forcé à dire, oui, mais tu sais, si on repousse ça à 2035, là, vous n'allez pas être fâchés quand même. Hein, il les poussait tout le temps pour essayer d'aller chercher leur accord sur 2035. Pour vrai, là, c'était une vraie joke de l'entendre en commission parlementaire. Zanetti, vous avez vu que le gouvernement fédéral se prépare à l'élection du Parti québécois puis à la tenue d'un référendum. Êtes-vous content de ça? De voir ça aller? Moi, ce dont je suis content, c'est l'engouement puis la mobilisation énorme qu'il y a dans la société civile en ce moment, puis au Québec en général, pour la question de l'indépendance. On voit plus d'une dizaine d'associations étudiantes indépendantistes se sont créées dans les derniers mois. Les Saint-Jean indépendantistes, Fête nationale indépendantiste, notamment des Oui-Québec, mais d'autres aussi qui gagnent en popularité. On voit des collectifs féministes indépendantistes qui naissent aussi au sein des Oui-Québec notamment. Donc, il y a vraiment un momentum incroyable. Nous, on s'en réjouit, on est content de ça. Ce qu'on veut à Québec solidaire, c'est enclencher dans un premier mandat une démarche vers l'accession à l'indépendance et on se réjouit de ça. Puis je suis content, moi, de voir que c'est une possibilité de plus en plus. Là où je ne suis pas content, c'est que le gouvernement canadien semble considérer que c'est de ses affaires. Et ça, on va le regarder parce qu'on sait, la dernière fois, le camp du non, il a triché hors Québec. Ils ont dépensé en dehors du cadre réglementaire de la loi référendaire. Ils ont dépensé de façon incalculée, énorme. Et c'est clair que ça a fait pencher la balance. Alors moi, je les avertis aujourd'hui, là, nous allons défendre le Québec. Cette consultation-là ne concerne que les Québécoises et les Québécois. Ça ne vous regarde pas. Restez de votre bord, puis on va vous checker. Est-ce que c'est un débat légitime que M. Saint-Pierre Plamondon a jeté dans l'espace public en disant que bon, les artistes le milieu culturel est obligé de quémander à Ottawa, puis bon, il s'est attaqué à eux là, de cette manière-là, mais est-ce que finalement c'est un débat légitime de dire pourquoi on est obligé tout le temps de quémander à Ottawa pour obtenir des sommes pour le milieu culturel francophone québécois? Bien, je pense que le Parti québécois essaie de faire croire qu'il a créé ce débat-là, puis qu'il l'a suscité, puis que c'est une bonne affaire. Moi, je pense que le Parti québécois a fait quelque chose qui ne se fait pas en insultant une part importante du milieu culturel québécois qui se sent méprisé aujourd'hui. On voit les réactions depuis hier. C'est un test de leadership pour Paul Saint-Pierre Plamondon. Il doit s'excuser. C'est un test de respect, un test d'humilité. Et on n'avait absolument pas besoin de déverser du fiel sur le milieu culturel pour parler des conditions des artistes. Nous, à Québec solidaire, on fait ça depuis très longtemps. On parle de la question du filet social des artistes. Aucun indépendantiste solidaire là, qui se dit qu'il y a des gens du milieu culturel qui font de la plaventrise devant Ottawa. Aucun indépendantiste de votre côté, là, à gauche, là, qui habituellement brandissent quand même fortement ce genre de... Nous autres, on va plus loin. Au-delà de la question de qui est le ministre canadien de l'identité et du patrimoine, là, la question, c'est qu'il ne devrait pas avoir un ministre canadien de l'identité et du patrimoine qui s'occupe de nos affaires. Le Québec devrait gérer ça nous-mêmes. Il n'y en aura pas un bon ministre de l'identité canadienne, machin. T'sais, c'est nous autres qui devons gérer ça, puis c'est ça le fond du problème. Alors, en faisant porter le débat sur des personnes, puis en plus, un chef de parti qui va critiquer le milieu culturel de ne pas être d'accord avec eux autres, puis qui va leur envoyer du mépris, ça, c'est complètement inacceptable. Puis moi, je crains aussi que ce soit une façon pour le Parti québécois de créer d'autres divisions puis d'autres fossés dans le camp du oui. On a besoin du milieu culturel avec nous. Le milieu culturel, là, son rôle, là, c'est de faire le mieux, d'aller chercher de l'argent pour être capable de faire des productions puis qu'on en ait des œuvres québécoises qui sont financées. Puis moi, je rêve du jour où ils vont avoir une seule place où se tourner puis ça va être vers l'Assemblée nationale du Québec en ce moment, mais c'est pas ça la réalité. Et puis, on va travailler à ce que ça soit ça, la réalité. Mais ne pas comprendre à ce point-là le milieu culturel et ses enjeux de la part du Parti québécois, mais je trouve ça extrêmement inquiétant. Les artistes, là, on veut qu'ils soient de notre bord, qu'ils soient dans le camp du oui, qu'ils se sentent compris, qu'ils se sentent respectés. Le Parti québécois, en ce moment, est en train de créer des fossés dans le camp du oui et c'est très grave, très irresponsable. Si je peux me permettre. Oui. Si je peux me permettre, juste répondre rapidement aussi, là, j'ai déjà été dans la position de demander de l'argent pour des projets, là, quand j'étais dans le milieu environnemental. Là, quand il y a un nouveau ministre qui arrive, là, puis quand on est dans un cadre
fédéral, là, quand on est dans un cadre fédéral, bien, c'est sûr que l'argent, il vient de là aussi. Je veux dire, quand on nommait un nouveau ministre, là, même si on n'était pas 100% d'accord, là, on saluait ce nouveau ministre-là, puis on espérait pouvoir le rencontrer pour essayer de le convaincre, pour essayer de s'améliorer. Je veux dire, c'est la même chose. Ben exactement. Je veux dire, il faut donner sa chance-là. Donc, moi, je trouve que ça montre aussi que Paul Saint-Pierre Plamondon est complètement déconnecté du milieu culturel. Il ne comprend pas comment ça fonctionne. Pour vrai, là, pour avoir vécu ça, là, je pense que ça montre sa déconnexion, son incompréhension de comment ça fonctionne. Est-ce que ça se peut que ça marche? Parce que le débat, il est là, depuis hier, depuis qu'il a fait ce tweet-là. Bien, je pense que c'est un débat qui est pas engagé au service du monde de la culture, là. Je veux dire, depuis quand au Québec, là, pour lancer des débats, il faut qu'on méprise les gens en comprenant absolument pas leur réalité. Tu sais, c'est le rôle des politiciens d'aller critiquer le système canadien. C'est le rôle des politiciens d'aller critiquer les ministres de n'importe quel bord, là. C'est pas le rôle de l'UDA ou de l'Association des écrivains et puis des réalisateurs-réalisatrices, là. Donc, il y a comme une mécompréhension. Puis moi, ce que je trouve là-dedans qui est grave dans cette espèce d'intransigeance-là, dans cette espèce d'exigence de loyauté à Paul Saint-Pierre Plamondon, quasiment, là, et j'exagère, mais c'est que ça sème de l'inquiétude. Moi, je voyais hier sur les réseaux sociaux là, des artistes là, extrêmement importants qui disaient « Oups, est-ce qu'il va falloir faire attention à ce qu'on dit maintenant si on va avoir des subventions? » Tu sais, je veux dire, c'est quoi cette affaire-là? Je pense que les artistes, ils doivent se sentir libres. Et ce que fait Paul Saint-Pierre Plamondon en ce moment, ça va dans le sens contraire. Est-ce libre en étant obligé d'applaudir quelqu'un qui a remis en doute le déclin du français? Ben, ce qu'il faut, c'est qu'on fasse un pays puis qu'on ait pu... Je comprends votre question très bien, mais la façon dont j'y réponds, c'est que il n'y a absolument rien qui justifie le mépris envers la classe. Bien là, demandez-leur. Moi, c'est sûr qu'il y en a qui se sentent libres, c'est sûr qu'il y en a qui se sentent pas libres. Là, vous leur demanderez, je ne vais pas dire qu'ils se sentent de façon unanime puis parler de leurs sentiments que je connais pas. On est obligé de faire ça pour obtenir des sommes. On n'est pas plus libre. Ah, mais c'est un très grand problème que ce soit le Canada qui détienne des sommes de notre argent pour financer. C'est un problème, c'est le problème fondamental. C'est pour ça qu'il faut l'indépendance du Québec. Mais on n'est pas obligé pour faire l'indépendance, et surtout, on n'est juste pas obligé. Il ne faut pas rejeter, qu'un chef de parti rejette son mépris sur une partie importante des porte-paroles de la culture. Est-ce que M. Plamondon a fait un Magali Picard de lui-même? Est-ce que M. Plamondon a fait un Magali Picard? Là, vous dites les artistes se demandent est-ce qu'on va devoir faire attention à ce qu'on dit pour obtenir des subventions. Est-ce que vous pensez que ça déborde du milieu artistique, que d'autres groupes de la société civile pourraient se dire quoi, là, il faut penser comme le PQ pour pas s'attirer les critiques? Là? Je sens cette inquiétude-là monter. On a vu aussi les critiques de Paul Saint-Pierre Plamondon par rapport à Magali Picard, la façon dont il a décidé de ne pas aller au congrès de la FTQ pour des questions de ton. Hein? Critiquer une femme de pouvoir sur son ton. C'est pas la grande classe en 2025. Et je pense que ce qui se passe avec la culture, ça se ressemble aussi, là. Alors moi, je pense qu'on devrait là, respecter nos tons, là, puis arrêter de juste critiquer les gens qui ne pensent pas comme nous sur des questions de ton, et puis aller sur le fond des choses. Et le fond des choses, là, moi, j'entendais aussi hier une entrevue très pertinente de la présidente de l'UDA qui disait que les ennemis sont aussi à l'international. C'est les plateformes numériques, c'est les géants du web qui mettent en péril notre culture. Alors, il faut faire l'indépendance et il faut aussi avoir une stratégie concertée contre ces difficultés-là qui mettent un vrai péril. Et je pense que la loyauté au peuple québécois, c'est de se mettre ensemble. Vous avez voté en faveur de la motion du Parti québécois? Je ne l'ai pas vu encore. On n'a pas pris connaissance. Est-ce que M. Paul Saint-Pierre Plamondon a fait comme Magali Picard, justement? Est-ce qu'on peut lui faire le même genre de reproche que lui avait formulé à son égard à elle? Ben, qu'est-ce que tu en penses, toi? Ben, la question, c'est de savoir est-ce qu'on peut reprocher à M. Saint-Pierre Plamondon. Ben, le PQ avait reproché à Mme Picard son ton. Ouais. Oui. Est-ce qu'on peut faire le même reproche? Tu sais, est-ce qu'il a fait comme Magali Picard, finalement? Mais en Il y a fait, pas de mesure. c'est que je trouve que Mme Picard a droit à son ton puis à s'exprimer comme elle le veut pour représenter les travailleuses et travailleurs du Québec. Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est pas sa place d'aller mépriser les gens puis d'aller les critiquer sur leur ton. Fait que je veux pas comme rabaisser, mettons.
dans ma critique, le ton de Magali Picard par rapport à ce que PSVP... Je ne veux pas comparer les deux. C'est parce que vous demandez à M. Plamondon de s'excuser pour Ouais. les propos qu'il a employés sur X, mais vous défendez le ton employé par Magali Picard. Donc, est-ce qu'on peut... Est-ce que l'une a plus le droit ou la possibilité d'avoir un ton acerbe que l'autre parce qu'il est chef de parti? Ou, pourquoi il y a une distinction entre les Ben, deux? les représentantes et représentants syndicaux qui, en ce moment, sont face à un gouvernement anti-syndical qui fait la guerre aux travailleuses et aux travailleurs du Québec, puis qui doivent défendre les travailleuses et travailleurs du Québec, qui doivent défendre la classe moyenne, défendre les familles, là. Moi, je les comprends être excédés. Puis, c'est pas le même rôle qu'ils ont des chefs de parti. Les chefs de parti, là, aller mépriser les artistes, ça se fait pas. Aller dire aux femmes de pouvoir comment s'exprimer, ça se fait pas. Je pense que c'est des choses qui sont qu'il faut remettre au passé puis qui sont pas acceptables. Dans quel état d'esprit vous en allez étudier le projet de loi sur la Constitution du Québec? Dans un état d'esprit très critique, comme énormément de gens, vous avez vu le nombre de mémoires, plus de 200 mémoires déposées, dont l'immense majorité, à ce que j'ai compris, sont contre. On les a pas toutes analysées encore, évidemment, mais il y a une levée de bouclier, puis il y a des dénonciations, notamment par le barreau du Québec, là, qui dit qu'il s'agit là d'un risque pour l'État de droit. C'est extrêmement grave. Donc, jusqu'ici, on parle beaucoup du fameux article 29, là, qui fait consensus au Québec, il faut abolir l'article 29. Et les seuls qui sont pour, c'est Simon Jolin Barrette, la CAQ et puis des organisations qui sont anti-choix. Donc, ça devrait être un gros signe là, que ça marche pas. On a déposé hier une motion pour dire gouvernement, engagez-vous à retirer l'article 29. Donc, si cette constitution-là déjà fait obstacle au consensus québécois, elle est très inquiétante, puis on va être très critique de cette constitution, puis défenseur de l'État de droit. On Ottawa looking to prepare for a possible PQ government, we talk about sort of, they can be involved, but like where's the line? Can you draw a line between what Ottawa could do and couldn't do in the case of their referendum? Well, referendums on Quebec's independence should involve only Quebecers. We have laws that regulate what kind of expenses can be made in such campaigns. And Ottawa should not did as they did last time, which means that the referendum was rigged by Ottawa because they used money outside of the Quebec's law in order to influence the result. So we will look at them and in order for them not to cheat this time. So they can not be involved in the politics of it all, but it's okay for them to have some sort of plan to prepare for an eventual referendum? My wish is that if they respect Quebecers, they will leave us make our own choices our own way. That's my wish. And the Constitution hearings that begin today, what will you be listening for over the next weeks? The consultation of Constitution. on the Constitution. We're really critical of this Constitution. We've seen the Barreau of Quebec saying this is a risk for for c'est quoi l'état de droit, pardon? Rule of law? Ouais. Ouais, okay. Okay, so the Barreau du Québec says it's a risk for the rule of law. For us, we're really preoccupied about that. We will fight against this Constitution that puts everybody at risk for their rights and liberties. Oh, we heard you on abortion yesterday. We know there's a motion. The minister says we need in Quebec to have the ability to say things that we believe. Do you think there's something to be said there that maybe your point of view might be right mechanically, but we should be able to put in a bill that we defend the right to abortion? Well, every organization that cares about abortion and the freedom of women, they all say that everywhere in the world where they put that in a law, it made the right of women go back. So that's not what we want. We should listen to the experts on the matter, the experts on the defense of the woman's right to choose, and that's what the minister should do. He said his opinion. Now he has to listen to Quebec's consensus. Ça se dit-tu consensus, pardon? Ouais, OK. Thank you. Merci.